Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Pascal Perrochon, responsable des affaires internationales de France Chimie, qui est donc la Fédération des industries de la chimie. Et je suis mis à disposition aussi de notre fédération industrielle, qui est la FIEC, la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication, pour les affaires internationales. Et conjointement avec la Chambre de commerce France-Japon, on a donc décidé de faire ce webinaire aujourd'hui pour une première approche du marché japonais, avec des témoignages d'entreprises françaises implantées au Japon et également d'une start-up japonaise. Donc l'idée, c'était en une petite heure de vous présenter l'environnement des entreprises au Japon. Donc moi, très rapidement, je vais vous présenter les deux fédérations industrielles pour lesquelles je travaille. Et ensuite, je passerai la parole à Émilie pour nous présenter la Chambre, nous indiquer les travaux de la Chambre au Japon. Et ensuite, Émilie, je vous laisserai ensuite nous présenter les entreprises présentes. Rapidement, pour vous présenter Franchimie. Franchimie, c'est la Fédération des industries de la chimie en France. C'est une organisation patronale qui regroupe environ 900 entreprises. Plus de 90% de nos membres, ce sont des PME ETI. Mais nous avons également des très grandes entreprises de la chimie, comme celle qui va intervenir aujourd'hui, qui va nous présenter son entité au Japon. La chimie, souvent, on l'appelle l'industrie des industries parce qu'on fournit effectivement énormément de secteurs. Alors, comme toute organisation professionnelle, Franchimie fait à la fois de la veille réglementaire et de l'information auprès de ses membres, et surtout défend les intérêts de l'industrie chimique auprès des pouvoirs publics, que ce soit au niveau national, européen et même international. Donc, dans notre structure, au niveau français, nous avons des entités en région. Nous avons également des syndicats sectoriels, donc les entreprises sont membres de ces syndicats sectoriels et de ces régions. Nous participons bien sûr activement aux travaux de notre entité européenne, qui est le CEFIC, le Conseil européen de l'industrie chimique. Et il y a également une entité internationale de l'industrie chimique qui s'appelle l'ICCA, dans laquelle nous retrouvons nos collègues de la chimie japonaise, de l'industrie chimique japonaise, la JCIA, et ça nous amène à faire des échanges avec nos collègues japonais sur des problématiques de politique commerciale, par exemple. À signaler que récemment, Franchimie a créé une communauté de start-up de la chimie qui s'appelle la Chemtech. Et je salue Simone Gianordoli qui est en ligne avec nous, qui est responsable de cette Chemtech au sein de Franchimie et qui sera, je pense, très intéressé par l'intervention de la start-up OU à la fin de cette petite heure. Voilà pour vous présenter un petit peu l'environnement. Pour vous donner quelques chiffres clés de l'industrie chimique en France, alors ce sont des chiffres de 2021 parce que malheureusement on ne peut pas encore communiquer sur 2022, ce sera officiel à la fin du mois d'avril, mais sachez quand même que l'industrie chimique en France est la deuxième au niveau de la production en Europe après l'Allemagne et la septième dans le monde. En 2021, le chiffre d'affaires global du secteur était de l'ordre de 97 milliards d'euros. Et surtout, c'est un secteur qui est très dépendant du commerce international, puisque nous sommes à la fois dépendants des matières premières qui sont disponibles hors Union européenne, et aussi nous exportons énormément nos produits finis. Vous voyez, c'est de l'ordre de presque 70 milliards d'euros en 2021, c'est-à-dire que ça représente un peu plus de 70% du chiffre d'affaires qui est réalisé à l'exportation. Alors, on va relativiser tout de suite, les 2 tiers de ce chiffre d'affaires à l'export est réalisé à l'intérieur de l'Union européenne, mais l'Asie reste un marché très important pour nos entreprises, puisque l'Asie est la première zone cliente hors UE pour les industriels de la chimie. C'est 14% des exportations, et là je vous ai mis un petit encadré en bas à droite sur les échanges de l'industrie chimique française avec le Japon en 2021. Les exportations étaient de l'ordre de 830 millions d'euros et les importations de un peu plus de 1,10 milliard d'euros. Donc on importe plus que l'on exporte, mais le Japon reste effectivement un marché important pour notre industrie. Pour vous présenter maintenant la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication, donc la FIEC. Là, c'est une organisation qui regroupe 2000 entreprises des secteurs électriques, électroniques et de communication, regroupées dans un peu plus d'une vingtaine d'organisations, enfin de syndicats sectoriels, c'est même 27 syndicats sectoriels. Le chiffre d'affaires du secteur en 2022 était de l'ordre de 107 milliards d'euros, avec près de 30% du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation, ce qui représente environ 31 milliards d'euros.
Voilà, donc on a des très grandes entreprises comme Schneider qui va intervenir aujourd'hui, Schneider Japon, mais aussi beaucoup de PME-TI, hein, c'est à peu près le même profil que pour la chimie, plus de 80% de PME-TI. Voilà, pour vous donner de manière très succincte l'environnement des deux fédérations. Donc là, vous voyez, que ce soit pour la chimie ou pour la FIEC, les marchés sont très divers, hein. La chimie travaille dans beaucoup de secteurs, on nous appelle l'industrie des industries. C'est la même chose pour la FIEC, hein, puisqu'on a bien sûr des marchés très importants dans l'aéronautique, le bâtiment, l'automobile, tout ce qui est lié à l'énergie, le ferroviaire, etc. Donc c'est des secteurs très vastes avec des entreprises de pointe. Très rapidement, pour vous donner un petit peu l'environnement et poser un petit peu le sujet d'aujourd'hui, c'est les relations commerciales de nos industries avec le Japon. Il faut d'abord signaler, et c'est très important, que depuis 2019, on a un accord de partenariat économique qui a été signé entre l'Union européenne et le Japon, enfin qui a été signé depuis un petit moment, mais qui est entré en vigueur en février 2019. Donc cet accord de partenariat économique est le plus important que l'Union européenne ait signé avec un partenaire économique, supprime bien sûr les droits de douane qui existaient jusqu'ici et un certain nombre de barrières non tarifaires. Normalement, il doit permettre d'assurer l'ouverture des marchés aussi, des services et certains marchés publics au Japon. Bon, ça, c'est une question sur laquelle on pourra peut-être revenir, mais c'est pas tout à fait le cas pour l'instant aujourd'hui. Et bien sûr, il y a des éléments liés à la propriété intellectuelle au Japon et un certain nombre d'éléments pour les PME-TI qui permettent de faciliter les échanges et les liens avec le Japon depuis 2019. Malheureusement, il convient de noter, c'est un chiffre qui a été donné par la Direction générale du Trésor et qui est issu de la Commission européenne. Le taux d'utilisation pour l'instant des préférences qui sont liées à cet accord commercial n'est que de 62%, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel d'entreprises qui n'utilisent pas pour l'instant les préférences liées à cet accord et qui devraient pourtant l'utiliser. Donc il y a beaucoup de travail à faire encore, peut-être, c'est un des objectifs qu'on peut peut-être fixer avec la Chambre pour faire la promotion de cet accord de partenariat économique entre l'Union européenne et le Japon. Le premier blocage qui ressort et qui est lié à la non-utilisation de cet accord, c'est tout ce qui est lié aux règles d'origine, hein. Les règles d'origine dans un accord commercial, ça reste le cœur du réacteur. Et donc, à partir du moment où on n'arrive pas à maîtriser ou qu'on ne maîtrise pas les règles d'origine, ça devient très compliqué et on renonce à utiliser les accords. Donc, c'est un sujet que je mets aussi sur la table aujourd'hui. À noter également un partenariat numérique entre l'Union européenne et le Japon, qui est très récent, hein, qui date de l'année dernière de mémoire. Et donc les objectifs sont partagés entre les deux parties sur la problématique des semi-conducteurs, sur la libre circulation des données, la 5G, la 6G, etc. Donc c'est un partenariat très important. Et puis pour ceux qui connaissent un petit peu, qui maîtrisent la politique douanière, il y a depuis pas mal d'années maintenant une reconnaissance mutuelle entre le statut, ce qu'on appelle le statut d'opérateur économique agréé en Europe et l'équivalent au Japon. Donc ce statut-là permet d'obtenir des facilités douanières à partir du moment où on est reconnu comme un opérateur fiable. Et donc le Japon est un des premiers pays avec lequel l'Union européenne, en particulier la France notamment, ont fait une reconnaissance mutuelle de ce statut. Autre sujet, et j'en termine là-dessus, qui est là plutôt problématique pour l'instant avec le Japon, c'est tout ce qui est lié à la protection des investissements, puisque le Japon a renforcé son contrôle des investissements étrangers en 2020 de mémoire, en abaissant le seuil de 10% à 1% de taux de participation dans une entreprise japonaise dans un secteur sensible, à partir duquel l'État, notamment le ministère des Finances, a un droit de contrôle. Donc c'est un sujet aussi. Et enfin, c'est l'accès au marché public, hein, j'en ai un petit peu parlé avant. Même si on a un accord commercial avec le Japon, ça reste toujours assez compliqué d'accéder au marché public japonais. Et là, je pense notamment à tout ce qui est assainissement de l'eau pour les entreprises de la chimie et également tout ce qui peut être lié au numérique, à la fibre, etc. pour la partie FIEC. Voilà ce que je pourrais vous dire en introduction et je laisse la parole à Émilie pour nous parler de la Chambre. J'espère que je n'ai pas été trop long et je vous souhaite un bon webinaire. Pascal. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Il est 16h, 11h du Japon. Voilà. Effectivement, Pascal, il y a encore un peu de pédagogie commune à faire autour de l'APE et des dispositifs qui ne sont pas forcément transparents ni très évidents à saisir. Je vais aussi être brève, je vais vous présenter la Chambre, nos activités et je laisserai la parole ensuite à nos intervenants. Je vais partager donc un petit support également. Alors, je me présente, Émilie Théruel, donc je dirige le pôle business développement donc de la CCI France-Japon. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Ophélie Dujas, donc elle est responsable de toute la partie accompagnement aux entreprises et qui a organisé ce webinaire.
Merci beaucoup. Donc la CCI France-Japon, c'est donc une CCI française à l'international. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a forcément un ADN français, qu'on a donc pour vocation l'accompagnement des entreprises françaises sur le marché japonais et puis aussi bien évidemment la mise en relation, l'animation et le développement du réseau. Voilà, quelques chiffres sur la chambre pour bien saisir voilà, comment se situe la structure. Donc, c'est une très, très vieille chambre, puisqu'on est présent au Japon depuis 1918, donc depuis plus de 100 ans, ce qui nous permet quand même d'avoir une assise locale très importante. On bénéficie aujourd'hui de plus de 600 membres adhérents, donc qui sont, on va dire, à l'équilibre entre les entreprises françaises et japonaises aujourd'hui. On organise plus d'une centaine d'événements par an, qui vont être sectoriels, sur mesure, privés, ou un peu plus prestigieux, comme des galas par exemple. Et nous avons 4 bureaux au Japon. Ah, pardon. Donc, nos bureaux, donc, nous sommes situés à Tokyo, bien évidemment. Nous avons la plus grosse partie de notre équipe, puisque nous sommes 35 collaborateurs ici. 35 collaborateurs, ça veut dire qu'on est aussi la 3e plus grosse chambre française à l'international et la plus grosse chambre européenne au Japon. Voilà, donc on est implanté aussi à Nagoya, à Osaka et à Fukuoka. Nous avons des délégués régionaux. Il faut savoir que nous avons aussi également des business centers, donc des centres d'affaires, des espaces de coworking dans lesquels nous accompagnons, nous recevons les entreprises françaises. Nous avons 27 postes à Tokyo, 15 à Nagoya et 15 à Osaka. Voilà. Donc, bien sûr, nous sommes membres du réseau DCCI France International, ce qui représente 125 chambres dans 95 pays. Nous sommes membres fondateurs ici de l'European Business Council et les business centers, je viens de vous en parler. Voilà. Concernant nos activités, très très globalement, parce qu'on fait énormément de choses, mais voilà, pour identifier les 3 pôles principaux, il faut avoir ce pôle de business développement, de services aux entreprises, un service événement qui va être très très actif également, et un service d'accompagnement des membres qui là va s'occuper justement d'animer tout le réseau, de fournir des services de formation, de recrutement. Voilà. Le profil de nos membres, donc il faut savoir qu'on a plusieurs typologies de membres. On a notamment beaucoup de très très grosses entreprises françaises, dont certaines qui sont présentes ici bien évidemment. On a aussi beaucoup de PME, notamment de PME japonaises, ce qui est très intéressant pour les nouveaux entrants notamment et pour les mises en relation. Voilà, donc hop, ça on vous partagera la présentation bien évidemment ultérieurement, forcément. Il y a une logique, puisqu'on a quand même beaucoup d'industrie, de luxe et d'agroalimentaire qui s'exportent de la France vers le Japon. Donc forcément, ça représente le principal des entreprises avec lesquelles nous travaillons. Mais on voit quand même qu'on a une belle diversité et qu'on est quand même en mesure d'accompagner, de mettre en relation des entreprises de tout secteur d'activité. Voilà. Donc certains exemples de membres adhérents, vous les connaissez et reconnaissez bien évidemment, dont Schneider et Arkema qui sont bien sûr présentes aujourd'hui. Ce que je rajouterais, c'est que dans la partie business développement, nous, notre mission principale, ça va être justement d'accompagner les entreprises françaises qui sont intéressées par le marché, on va dire de la phase vraiment initiale. Ça va être fournir des informations marché, mettre en relation, et puis aussi effectivement effectuer des missions de recherche de partenaires, etc. Donc le but aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner un aperçu du marché, de vous faire saisir quelles sont les opportunités, quelles sont surtout les expériences aussi des entreprises françaises qui sont implantées ici. L'idée, c'est que bien sûr, après ce webinaire, si vous sentez que stratégiquement ou que vis-à-vis de vos produits et de votre activité, il y a un potentiel pour vous au Japon, eh bien, je vous invite à vous rapprocher de Pascal, de la FIEC ou de France Uni pour qu'ensuite on réfléchisse ensemble à une mission commune ou à un accompagnement qu'on pourrait proposer justement aux entreprises présentes aujourd'hui. Voilà, c'était tout pour moi. Thank you. First of all, apologies to Shirata-san and Isan. I will do my presentation in French. So, bonjour à tous. Damien Vitry, je travaille chez Arkema ici au Japon. Je suis en charge de notre centre technique à Kyoto et aussi en charge des activités de recherche et développement en Asie pour les polymères de performance. Donc, merci pour l'organisation de ce séminaire et pour l'invitation à la Chambre de commerce. Aujourd'hui, je vais vous parler brièvement des activités d'Arkema au Japon et essayer de vous donner quelques informations sur la chimie au Japon.
Alors, on va commencer par quelques slides sur Arkema. J'en ai passé un. Voilà. Donc, Arkema, nous sommes un groupe spécialisé sur les matériaux de spécialité, les adhésifs et les solutions de revêtement. Chiffre d'affaires de un peu plus de 11 milliards d'euros l'année dernière, 21 000 employés. Nous sommes actifs dans 55 pays. Et nous avons 148 sites de production, dont un au Japon. Donc nos secteurs d'activité, je viens de les mentionner, les adhésifs, les matériaux et les revêtements, ici sur ce graphe sur la gauche. Sur le graphe central, vous pouvez voir les différents marchés que nous servons, l'industrie, les peintures, les bâtiments, les biens de consommation, le marché de l'eau, l'électronique, l'énergie et le transport. Nous avons un chiffre d'affaires qui est assez bien, qui a un bon équilibre entre les trois grandes zones, Amérique, Europe et Asie. Juste pour rappeler un petit peu l'histoire d'Arkema, nous avons été créés en 2004 suite à la scission d'une partie des activités chimiques du groupe Total, et nous sommes rentrés sur le marché en 2005 sous le nom d'Arkema. Ça a été beaucoup mentionné dans la présentation précédente, le développement durable est aussi très important pour nous et au cœur de notre stratégie, et en fait se révèle être un atout majeur pour nous au Japon en termes de différenciation. Le mot différenciation a été mentionné aussi, c'est extrêmement important pour pénétrer le marché japonais. Juste un mot sur ce développement durable. Nous avons nos activités de recherche et d'innovation centrées autour de ces 5 plateformes de recherche qui sont l'utilisation de matières premières renouvelables, les nouvelles énergies, les matériaux allégés, le remplacement du métal, l'impression 3D également, l'amélioration de l'habitat et les solutions pour l'électronique. Donc, on a tout un tas d'indicateurs pour mesurer toutes ces activités autour du développement durable, mais je vais pas rentrer dans ces détails aujourd'hui. Donc, comment nous sommes organisés au Japon? Nous sommes arrivés en 1974. Nous allons célébrer l'année prochaine les 50 ans de notre filiale au Japon. Nous avons ouvert notre centre de recherche ici à Kyoto en 1993. Et d'ailleurs, nous avons célébré les 30 ans la semaine dernière ici à Kyoto avec beaucoup de clients, etc. Nous avons d'autres sites, un centre de recherche sur les revêtements à Yokohama. Nous avons fait l'acquisition de Bostik, qui est une de nos filiales spécialisées dans les adhésifs en 2015. Ils étaient bien sûr présents au Japon, mais j'ai indiqué cette date ici puisqu'ils ont rejoint notre groupe en 2015 et eux sont présents à travers une joint venture avec un groupe japonais qui s'appelle Nita à Osaka. Et nous avons ouvert un site de production à Nara sur les adhésifs en 2020. Nous sommes aussi présents dans le sud du Japon avec une autre joint venture, mais dont nous ne sommes pas majoritaires, avec le groupe Mitsubishi. Vous avez quelques photos de nos sites. Alors, ce sont pas tout le bâtiment ne nous appartient pas. On est essentiellement en location. Ici, c'est le bâtiment dans lequel nous avons notre siège à Tokyo. Ici, c'est le bâtiment dans lequel nous avons notre centre de recherche à Yokohama. Et ici, c'est là où je me trouve. Et je vais en dire 2 mots dans le prochain slide. C'est le parc de recherche de Kyoto. Donc, notre centre technique du Japon a été ouvert en 1993 et ça fait partie des messages que j'ai donnés lorsque l'on a célébré les 30 ans la semaine dernière. C'est que c'était une décision visionnaire à l'époque et qui s'est révélée être vraiment une très bonne stratégie pour nous, puisque avant 1993, nous utilisions des partenaires japonais pour distribuer nos produits. Mais le business que l'on a au Japon, qui est aujourd'hui de l'ordre de quelques centaines de millions d'euros, s'est énormément développé depuis que nous avons installé ce centre technique et depuis que nous avons pu créer des liens techniques localement avec nos clients. Donc, dans ce centre de recherche,
qui n'est pas très grand, à peu près 1400-1500 mètres carrés. Nous avons des laboratoires, des ateliers de transformation des matériaux, des salles de réunion pour accueillir nos clients, à peu près une trentaine d'employés qui sont des ingénieurs de formation plutôt chimistes, matériaux, et qui interagissent tous les jours avec nos clients, nos partenaires, avec des universités, etc. au Japon. Ce qui est extrêmement important pour nous pour faire avancer nos projets, c'est d'avoir pas seulement un contact business, mais aussi un contact technique localement. Donc, on travaille sur toute une gamme de solutions matériaux d'Arkema, que je ne vais pas détailler ici, essentiellement pour le soutien à nos clients au Japon, mais aussi on rayonne sur la Corée et sur certaines zones en Asie aussi. Ce sur quoi on travaille ici au centre de Kyoto, ce sont sur les matériaux biosourcés, essentiellement pour les marchés du sport, de l'électronique, du transport, mais aussi pour les nouvelles énergies, batteries, hydrogène, ainsi que pour les solutions composites basées sur des matériaux thermoplastiques et pas thermodurs. Et donc, j'en viens un petit peu à vous donner quelques conseils. Je les ai listés là un petit peu et je vais les détailler un par un sur de par mon expérience, puisque je suis arrivé au Japon en 2000, donc ça fait 23 ans. Même si j'ai fait un passage en Chine de 5 ans, j'ai passé une grande partie de ma carrière au Japon, 18 ans, à Kyoto essentiellement, mais à Tokyo et dans d'autres endroits. Donc je liste un petit peu quelques idées qui sont pour moi importantes si vous voulez aborder le marché japonais. Dans l'idéal, et c'est la première que je mentionne, avoir un bureau de représentation. Comme je disais juste avant, très important d'avoir un contact local. Ça sera très difficile si vous voulez gérer de France vos activités ici. Idéalement aussi un contact technique et pas seulement business. Encore une fois, ça c'est une situation idéale. Pour les bureaux de représentation, il y a énormément de solutions. Ça a été présenté par la Chambre. Il y a des parcs de recherche qui peuvent accueillir des petites structures, etc. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille, c'est d'avoir un bureau ici. Travailler avec des distributeurs, mais faire très attention. La distribution est quelque chose vraiment de particulier au Japon. Même si nous sommes installés ici depuis 50 ans, même si nous avons environ 200 employés, nous travaillons essentiellement avec des distributeurs. Nous avons très peu de cas de clients que nous livrons directement pour tout un tas de raisons qui peuvent être logistiques, mais qui peuvent être aussi du fait que le client japonais va toujours préférer avoir un intermédiaire, et donc nous sommes pliés à cette situation. Par contre, nous ne travaillons pas qu'avec un seul distributeur, nous avons un réseau de distributeurs et nous interagissons avec eux énormément, nous en changeons de temps en temps, mais c'est le mot que j'ai marqué ici, spécialisé, c'est très important. Nous n'avons pas le même distributeur, par exemple, pour le marché du médical que pour le marché de l'automobile. Donc, très attention dans le choix du distributeur. Marché public, il y avait une question relative à ça. Nous y avons accès, mais je veux préciser que c'est quand même très lourd. Par exemple, nous servons le marché de l'eau au Japon, les revêtements des canalisations pour l'eau potable. Il y a énormément de contraintes en termes de fournir des informations sur nos produits. Ça peut aller des fois jusqu'à la formulation, donc c'est très lourd. Ça demande aussi d'accepter des audits de nos usines très, très détaillés tous les ans, etc. Donc, je veux dire que c'est possible, mais c'est assez lourd. Ensuite, le dernier point que je mentionne ici, définissez une stratégie vraiment ciblée sur le Japon. Dans la présentation précédente, c'était bien expliqué toutes les spécificités, toutes les méga-trends au Japon. Ajustez votre stratégie. J'ai eu l'occasion de faire un MBA à l'université de Waseda, dans laquelle j'ai étudié pas mal de business case. Vous en avez peut-être entendu parler. Je peux donner 2 exemples. Vous pouvez trouver des informations. C'est Ikea et Carrefour qui sont venus au Japon avec leur stratégie. Ça n'a pas marché. Ikea a été obligé de quitter le Japon. Ils sont revenus avec une nouvelle stratégie.
vraiment adapté au Japon. Aujourd'hui, c'est un succès. Carrefour, quant à lui, a quitté le Japon après quelques années, a essayé de s'y installer avec son modèle. Donc, attention à l'ajustement de la stratégie. D'autres points ensuite que je mentionne ici. Le réseau est très important. Je veux mentionner un événement qui a lieu tous les ans, auquel j'ai participé l'année dernière, qui est le sommet France-Japon Business, organisé par la Chambre de commerce, je crois, qui était vraiment très, très intéressant pour moi en termes de réseau. Le thème abordé était y a-t-il encore de l'innovation au Japon? Et c'était très intéressant d'avoir tous ces intervenants d'entreprises françaises, japonaises. Donc, en termes de réseau très, très important, c'est un événement très important. Nous avons aussi nous-mêmes développé un réseau, je parle en termes de recherche, avec énormément de partenaires académiques, industriels, avec des startups. J'ai mentionné ici le point legal. Même si nous sommes présents ici depuis le temps, on travaille avec énormément de cabinets pour nous aider sur les parties contractuelles, accords de secret, etc. Et il y a une stratégie, pas seulement court terme, mais moyen et long terme. Il faut être patient. Ça prend du temps de créer des liens et de la confiance avec des partenaires japonais. Mais on peut arriver à des très beaux partenariats que j'avais vu dans la liste des participants. Je ne sais pas si la personne est là, mais quelqu'un de Daikin, qui est un de nos très gros partenaires, par exemple, au Japon. Je mentionne aussi le recrutement, qui est très important. Je vais en parler sur la partie chimie, même si Arkema, nous sommes globalement un très grosse entreprise. Au Japon, nous sommes très petits dans le monde de la chimie, donc le recrutement est quelque chose auquel il faut faire très attention. Le dernier point que je mentionne, c'est que la plupart des grands groupes japonais sont installés en Europe, évidemment, plutôt en Allemagne et en Angleterre pour leur siège, mais certaines entreprises ont leur siège en France. Ça peut être aussi intéressant de commencer à lier des liens avec eux dans un premier temps pour trouver ensuite le bon contact au Japon. Voilà les quelques conseils que j'avais. Ensuite, sur l'industrie chimique, ça a été mentionné tout au début par Pascal pour la France. Le Japon est aussi un pays très fort. Donc là, c'est quelque chose que j'ai repris. Vous avez la source ici. L'industrie chimique, la 4e plus grosse au monde, avec un peu plus de 900 000 personnes travaillant dans ce secteur. Et sur ce prochain slide, vous voyez les 20 plus grands groupes japonais dans l'industrie chimique. Mitsubishi Chemical étant le plus gros avec un chiffre d'affaires, si je me suis pas trompé dans la conversion, de presque 30 milliards d'euros. Et le 20e plus petit dépasse quand même le milliard, Nippon Kayaku, qui est une entreprise spécialisée dans les catalyseurs, entre autres. Puis il y a tout cet écosystème d'entreprises japonaises, d'acteurs mondiaux de la chimie qui sont au Japon, avec à peu près entre 5 et 10 qui ont des chiffres d'affaires de plus de 10 milliards d'euros. Quelques mots aussi sur les organisations gouvernementales, puisque je crois qu'il y avait une question ou un thème sur tout ce qui est subsidies, j'ai plus le mot en français, mais subsidies. Le NEDO est une agence avec qui on travaille, et je pense que l'intervenant suivant, professeur Sivania, pourra en parler, puisqu'il a obtenu des subventions via le NEDO. Je veux juste mentionner que c'est possible pour une entreprise non japonaise d'obtenir ces subventions ou de rentrer dans des projets, mais c'est aussi, je parle de l'expérience d'Arkema, très, très lourd en termes de ressources qu'il faut y consacrer. Pour faire des dossiers, il faut vraiment dédier des ressources spécifiques. Et puis, le mieux, c'est quand même de s'associer avec un partenaire japonais pour essayer d'obtenir ces subventions. Pour Arkema, en fait, nous avons opté de ne pas y souscrire. C'est trop lourd en termes de ressources. Le ministère de l'Industrie aussi, vous pouvez trouver énormément d'informations sur les secteurs sur lesquels
il y a des subventions, des soutiens aux entreprises. Et encore une fois, je trouve que c'est assez compliqué pour les entreprises non japonaises. Et je ne conseille pas de le faire, d'essayer de le faire tout de suite et de bien se renseigner ou d'y aller avec un partenaire japonais. Je voulais terminer par un point sur les réglementations au Japon, parce que on connaît très bien chez Arkema. Il y a vraiment tout un tas de réglementations. Là, je parle des produits chimiques en particulier. Vous avez ici une liste de toutes les réglementations liées aux produits chimiques. J'ai listé les 6 principales. Donc, la première, c'est peut-être la plus connue, qui est simplement l'inventaire des produits chimiques. Il faut absolument que votre produit soit enregistré pour pouvoir le vendre avec des quantités qui sont conséquentes. Et qui est cette loi dépend de 3 ministères. J'ai mis les ministères auxquels les lois se rapportent. Vous avez le ministère du Travail, de la santé, le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Industrie. Il y a un autre inventaire chimique lié à la sécurité industrielle de la santé, qui dépend du ministère de la Santé. Une autre loi sur les substances avec risque d'empoisonnement, qui aussi dépend du ministère de la Santé. Je les liste en fait parce qu'elles sont complètement indépendantes. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous êtes en conformité avec l'une qu'il faut pas aller vérifier les autres. Alors cette loi ici qui est sur l'exportation, c'est plus dans le sens Japon vers d'autres pays. Par exemple, dans notre cas, on produit un petit peu au Japon. Il faut qu'on fasse attention à cette loi. Il y a des réglementations aussi sur les produits qui peuvent être exportés du Japon, auxquels il faut faire attention. Et puis voilà, deux autres exemples sur d'autres types de produits. Et la dernière, c'est si vous avez des produits qui rentrent dans la fabrication de produits qui peuvent être en contact de nourriture. Il y a aussi des lois très spécifiques. Donc, il faut bien se renseigner là-dessus, sur tous ces sujets-là, si vous avez l'intention d'exporter certains produits chimiques au Japon. Voilà, donc nous avons des personnes dédiées à plein temps sur ces aspects-là. Voilà, j'avais rien de plus que ça. J'avais essayé de plutôt axer mes slides sur les questions qui avaient été posées. Et je serais ravi de répondre à des questions si on a un petit peu plus tard. Voilà, merci. Merci Damien. And then it's your turn, Mr. Stivania. Hi everyone. I'm the founder of Uyu, and Uyu is going to be the biggest company in the world. Our company is now targeting one of the most important problems in the world, which is carbon dioxide. And if you ever go to our website, you will always think, what the hell is going on with this website? So you'll see this funny picture of this lion and the mouse. Well, it's a story from Aesop where, of course, you have the big lion who is caught in its own problems. Uyu is the little mouse. And what we're here to do is provide innovative, fast solutions to everything. So my core value is altruism. I really don't care about money. I'm a professor in the university. So that's the whole thing that drives this company from now on. And this is why we will be so big. We take technology from Kyoto University, which is all stuff that I've developed. We have the best technology for carbon dioxide capture at the moment. It is the best. And now the Japanese government's putting in $50 million roughly to see that commercialized. And we're going to take that out to the world. And we hope to take it to Europe because that's where everybody needs this and that's where the driver is. But our Uyu is all about innovation. That's why it's got a strange name. It's a little bit like Google. Nobody knows what Google means. Nobody knows what Uyu means. So I was asked to talk about what the difficulties are in setting up a venture in Japan. I would say the number one difficulty is finding people at the upper level, C-level and upper level management. The second difficulty is probably that if you're coming from overseas, you need a cultural translator to help you.
or you need to have been here for a long time to get that going. Venture funding is very conservative in size, and they really don't want to take risks. In fact, I decided not to go with venture funding at all. We don't have any investors in our company at all, but we somehow manage. And the other point, since our business is about sustainability, is really that the awareness of sustainability has just started in Japan. People have not put the cost and the future cost to the immediate investment that they need to make from the companies. But that's really changing. It's changing day by day in Japan now. Thank you very much. Finished. Thank you. Sylvania. Okay, so est-ce que quelqu'un aurait des questions à poser à nos intervenants? Je vous en prie, messieurs et mesdames qui participez au webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions en direct. Vous pouvez lever la main dans Teams ou alors mettre dans le chat aussi vos questions. Oui. Moi, j'en ai peut-être une sur la protection des investissements parce que c'est un sujet, c'était évoqué un petit peu, la problématique d'avoir un partenaire fiable, effectivement, et de passer par un partenaire japonais. Il y a eu, dans le cadre de l'accord que j'évoquais au début, l'accord de partenariat avec le Japon, entre l'Union européenne et le Japon, un volet sur les marchés publics et aussi un volet sur la protection des investissements. On a vu le Japon renforcer son contrôle des investissements directs étrangers, en baissant le seuil notamment à partir duquel j'évoquais tout à l'heure, on a un contrôle de l'État sur ce qui peut être investi venant de l'étranger sur des secteurs sensibles. Est-ce que c'est une tendance qui va encore se renforcer? Est-ce que l'Union européenne et la France en particulier, dans le cadre de l'accord que nous avons avec le Japon, bénéficient quand même d'un regard un peu plus, on va dire, conciliant de la part des autorités japonaises? Bon, c'est ce genre de questions qu'on a reçues. Et puis, j'avais un autre volet sur les marchés publics, c'était évoqué par M. Vitry. Dans le cadre de l'accord avec le Japon, on a eu aussi une ouverture de certaines villes japonaises à des entreprises étrangères dans le cadre de leur marché public, notamment l'assainissement de l'eau et autres. Mais ça reste 48 villes japonaises uniquement. Est-ce qu'il y aurait la possibilité d'évoquer avec les autorités japonaises une ouverture de l'ensemble des marchés publics aux étrangers de manière un petit peu plus ouverte dans le cadre de l'accord UE-Japon? Voilà, c'était mes deux questions. J'espère que je suis clair. Damien, est-ce que vous avez des éléments de réponse à ce sujet à fournir à Pascal? Je suis d'accord avec les commentaires. Alors, oui, sur le deuxième point, sur l'accès au marché public, je suis tout à fait d'accord. On a besoin d'aide, de discussion avec le gouvernement, de lobbying, parce que c'est très difficile. Enfin, comme j'ai dit, c'est pas impossible, mais si on n'a pas une technologie vraiment très différenciante, ça sera beaucoup plus difficile d'obtenir des marchés. Ouais. Et Pascal, le premier point, c'était sur c'est plus sur le contrôle des investissements directs étrangers. Où on a vu que on a aussi un renforcement en Europe de la législation, ce qui concerne. Mais du côté japonais, c'est plus contraignant encore que ce qu'on a en Europe. Avec le seuil qui est à 1%, c'est vraiment très bas. Alors déjà, c'est pour les secteurs sensibles. Donc il faudrait qu'on ait une idée aussi de ce qui est sensible au Japon et ce qui n'est peut-être pas forcément la même chose qu'ici. Plutôt des secteurs stratégiques, mais on touche quand même à des secteurs touchant à l'électronique, etc., qui peuvent avoir des liens avec la défense ou avoir la chimie aussi, qui peut avoir des liens avec un certain nombre de secteurs sensibles. Voilà, c'était cette question-là. Alors, sur ce point-là, on a peu d'expérience parce qu'on n'a pas encore fait vraiment d'acquisition au Japon. Mais en tout cas, on n'a pas du tout l'intention, vu l'expérience qu'on a, d'essayer d'en faire une sans être passé d'abord par une collaboration technique qui pourra aboutir sur une joint venture. Alors, on a plus cette approche-là parce que je suis d'accord. En fait, j'entends ce message régulièrement que c'est très compliqué, voilà,
d'aborder le sujet acquisition au Japon, ça peut faire fermer les portes tout de suite. Donc nous, on a cette approche de collaborative dans un premier temps, technique, puis éventuellement d'une étape de joint venture. J'ai donné l'exemple de notre joint venture entre Bostik et Nita. Elle a démarré avec 20% Arkema, 80% Nita. Aujourd'hui, c'est 80% Arkema, 20% Nita. Mais ça a pris 10 ans. Voilà. D'accord. Oui. Ouais, c'est ce qu'on peut retenir effectivement. Il y a l'obligation de passer par un partenaire local, mais effectivement, le système des joint ventures est quelque part incontournable pour des entreprises de votre taille, en fait. Hein. C'est clair. Oui. Et du coup, j'avais une question. Alors, je ne veux pas de main qui se lève, mais j'avais une question aussi pour Ezan sur les startups, sur le lien, je vais le dire en anglais ensuite, sur le lien entre les centres de recherche et les universités avec les startups au Japon, parce que je crois que c'est quelque chose qui est très, très implanté. Voilà, c'est le cas aussi en France et en Europe, mais je pense que c'est une culture en Japon de faire ce lien. Et donc, je voulais qu'il nous en dise un petit peu plus. Ezan, this is a question for you about the link between the startup in Japan and the world of the research and the universities, because it's very important, I think, in Japan more than in Europe, maybe. You can explain more information about that, about your link with the university, the Center of Research. Yeah, so I think that, again, this has really changed dramatically in the last 5 years. The universities, especially the public universities, took the position that it's really not interested in entrepreneurship and ventures. It was very difficult for technology to leave. It was difficult for technology to be supported at IP level. But even professors could really take very little part in ventures. And when you have a situation where in Japan nobody wants to be the CEO, and the only person who wants to be the CEO can't be the CEO because he's a professor, and you end up playing a lot of gymnastics just to get to your final position. But now the Kishida government has really and the government before that really changed the dynamic for ventures. So there's it's a lot easier for ventures to work with universities now. I think another aspect of it is that universities are now seeing that in the same way that Stanford and MIT get a hell of a lot of money from successful ventures. They're seeing that their successful ventures will be their future endowments. Thank you. Pascal, si je peux ajouter un mot, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Isan. Les universités japonaises sont vraiment en train de changer au niveau du soutien aux startups. Dans notre domaine des matériaux, la plupart des startups avec lesquelles on est en contact ont été créés dans les universités et sont encore souvent hébergés par les universités qui ont vraiment l'université de Kyoto par exemple a un centre d'incubation extraordinaire avec des subventions vraiment intéressantes. Donc ça peut être aussi une porte d'entrée de créer des liens avec des universités, puisque souvent les startups sont créées là. Et que ça peut être des liens qui sont au départ académiques et qui peuvent ensuite se convertir en des liens business. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Bon, je vais répondre à ça parce que Simon est en ligne, c'est notre spécialiste de la Chemtech, les startups de la chimie en France. Mais je pense que c'est intéressant d'avoir une vision de ce qui se passe effectivement au Japon, de comparer avec ce qui se passe chez nous, peut-être faire des liens aussi entre les startups dans un même domaine entre le Japon et la France. Voilà, c'est du potentiel. Donc c'est un domaine important et il est important de savoir comment ça se passe au niveau des financements et puis bien sûr des ingénieurs qui sont à disposition pour travailler dans tel ou tel domaine dans les startups. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions en ligne, puis je laisse Émilie reprendre la main. Et Ophélie, et que je remercie d'ailleurs toutes les deux. Ouais, je vois pas de questions dans le chat, je vois personne lever la main. Mais si c'est bon pour vous tous, je vous propose qu'on s'arrête ici. Thank you very much for being here today with us, Sivanya and Shirahara-san.
Merci beaucoup Damien également, et puis Pascal bien évidemment. Merci encore Ophélie pour l'organisation du webinaire. Et puis évidemment Pascal, je suppose que la vidéo ou peut-être votre présentation pourront être diffusées. Bien et sûr. puis n'hésitez pas à nous contacter, bien sûr, France Chimie, la FIEC, voilà, pour en savoir plus et pour éventuellement vous intéresser très concrètement au marché japonais. Voilà. Je vous Merci à souhaite toutes les deux. une excellente Merci à toutes les deux journée à également. tous. Ouais, voilà. Et donc à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bonne Merci. journée à tous. Bonne soirée à journée. Tokyo et bonne journée pour ceux qui sont en France. Merci. Thank you very much. Bye. Bye. Bye.